Aujourd'hui, Franck Ferrand nous parle de la profanation des tombes royales de Saint-Denis sous la Révolution. Bonjour à tous. La nécropole des rois de France se trouve au nord de Paris, dans la basilique de Saint-Denis. Or, au beau milieu de la Révolution, tous ces tombeaux des rois et des reines de France ont été éventrés, pillés de leur contenu. On possède des témoignages hallucinants sur ces journées de folie. Eh bien, ce sont ces témoignages que je vous propose d'entendre. En octobre 1793, la toute jeune République française est aux abois, elle est assiégée par les monarchies d'Europe, elle est menacée de l'intérieur même par le soulèvement vendéen dont nous parlions lundi, elle est tombée entre les mains d'une poignée de factieux qui se disputent le pouvoir à l'ombre de la guillotine, la loi des suspects a instauré la terreur, bref, la Révolution vient de sombrer dans une folie sanguinaire où tous les excès sont permis. Dans ce contexte, la haine de l'Ancien Régime atteint, on peut dire, des sommets. Partout, des citoyens enragés essaient d'effacer les souvenirs de la monarchie, d'en piétiner les symboles. C'est qu'on dit qu'on bûche les symboles de monarchie, tout ce qui concerne les couronnes, les sceptres, les fleurs de lys, etc. partout, sur les monuments, sur les boiseries, dans les décors, où que ça se trouve. Or, où trouver de plus puissants symboles de cette ancienne monarchie que dans la basilique royale de Saint-Denis, nécropole de toutes les dynasties françaises, et ce depuis la nuit des temps. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Denis, il faut absolument y aller. C'est là que, sous la houlette de l'évêque Sugère, est né le style gothique, notamment dans les années 1130-1140. Seulement, il n'y a pas que cela. Dans cet écrin hors du commun, et dont nous aurons l'occasion de reparler plus en détail tout à l'heure, dans cet écrin se trouvent les vestiges des joyaux les plus fascinants du patrimoine français, à savoir donc, sur plus d'un millénaire, tous les tombeaux de nos souverains. C'est un peu, si vous voulez, comme la crypte de l'Escurial en Espagne ou le caveau viennois des Capucins en Autriche. Sauf que là, la nécropole s'étend à l'échelle de tout un grand sanctuaire et sur plusieurs strates archéologiques. En 1793, Saint-Denis, qui se veut exemplaire dans son engagement républicain, Saint-Denis s'est rebaptisé Franciade. Or, dès le mois d'août, l'Institut a chargé un ancien bénédictin de Royaumont, Dom Poirier, de faire pratiquer les fouilles nécessaires à l'identification des tombeaux les plus anciens. Dès les premiers jours d'octobre 1793, pour vous donner un repère bien connu, c'est le moment tout simplement où on va guillotiner Marie-Antoinette. Dès les premiers jours du mois, 2 grandes fosses sont creusées pour recueillir les dépouilles de ces anciens rois. À droite, on va jeter ce qu'il reste des Bourbons. À gauche, les restes des Valois et des dynasties plus anciennes. On appelle ça à l'époque les premières races. Et puis, il y a un baraquement qu'on a bâti tout près de là pour servir de fonderie et transformer les cercueils en balles républicaines. Il est important de noter qu'aucun ordre écrit en provenance d'une institution quelconque, et notamment en provenance de la Convention nationale, aucun acte officiel donc n'ordonne la destruction des tombeaux ou la profanation des sépultures. Les ordres, parce qu'il y a forcément eu des ordres, ont été passés oralement par des personnes dont le courage n'excluait pas l'anonymat. Du reste, nous verrons que ce qui s'est passé à Saint-Denis est loin d'être un cas isolé. Fait notable, le premier cadavre qui à Saint-Denis ait subi les outrages révolutionnaires n'est ni royal ni princier. Il s'agit de la dépouille d'un glorieux soldat du maréchal de Turenne qui, comme un certain nombre de grands capitaines, dont du Guesclin, avait obtenu le privilège suprême d'être inhumé dans la nécropole royale. À l'ouverture du tombeau de Turenne, on trouve le vieux soldat en parfait état de conservation. Le corps est exposé à la foule, puis il est remis à un gardien de la basilique qui l'exposera pendant plusieurs mois et ira jusqu'à vendre ses dents au détail. Ah oui, j'ai oublié aujourd'hui de souhaiter bon appétit à tous ceux qui sont encore à table, ça va s'imposer. Macabre, vous aviez dit. Hein. Alors, après le pauvre Turenne, les premiers corps auxquels se soient attaqués les violeurs de tombes sont ceux des Bourbons, évidemment, groupés au nombre de 54 dans la crypte de la basilique. Les rois et princes de la maison de Bourbon n'ont pas de tombeau à proprement parler. Il faut savoir que leurs cercueils sont des cercueils de chêne qui sont intérieurement chemisés de plomb. Ces cercueils sont simplement marqués d'une plaque de cuivre et posés sur des tréteaux de fer dans un petit caveau rectangulaire à l'angle sud-ouest de la crypte obscure et baptisé le caveau des
Bourbons. En 1683, Louis XIV avait également annexé l'ancienne chapelle de Hilduin, consacrée dès 832 et qui est devenue le caveau des cérémonies. C'est là que repose à chaque fois le cercueil du dernier roi défunt. Comme Louis XVI a été inhumé à Paris au cimetière de la Madeleine, évidemment, le cercueil qui en 1793 attend dans le caveau des cérémonies est celui de Louis XV. Seulement, les violateurs sont des gens ordonnés et par souci de chronologie, eh bien, ils ont décidé de commencer par la bière du premier roi Bourbon, Henri IV. Le premier cercueil qu'on ouvre, c'est donc celui d'Henri IV. On y va à coups de burin et de pieds de biche. Le plomb est liquidé à la baramine et apparaît évidemment le contenu, un suaire blanc presque intact, le corps d'Henri IV. On dégage la tête et le buste, ça sent les aromates évidemment. C'est un corps qui a été momifié. Le visage est encore frais après 183 ans, la barbe est presque blanche. On voit les traits du roi Henri IV qu'on reconnaît très bien, des traits sereins comme soulagés. N'oubliez pas que le roi est tombé sous le couteau de Ravaillac évidemment. Un délégué de la municipalité prend une empreinte de ce visage et ce sera la matrice qui servira à tous ces masques mortuaires d'Henri IV que l'on connaît bien par ailleurs. Et puis on redresse le corps, un peu comme un mannequin si vous voulez, on le pose le long d'un gros pilier, il y a un soldat qui lui coupe une mèche de la barbe pour se faire une moustache, vous voyez un peu le respect qu'on peut avoir. Une femme arrive sur ses entrefaites, elle donne un grand soufflet au roi qui tombe, évidemment, on le redresse, on le remet, il va rester comme ça exposé aux injures jusqu'au lundi 14 octobre. Une espèce de vénération s'installe, mais une vénération des reliques à l'envers, vous avez bien compris. D'ailleurs, Henri IV a gardé bonne réputation à l'époque, et le peuple ne se déchaîne pas vraiment contre lui, puisque après tout ça reste le bon roi Henri IV, on se déchaîne plutôt contre le fondateur de la dynastie des Bourbons, qu'on déteste évidemment. Je m'arrête juste un instant là-dessus, on est toujours fasciné quand il est question de cette époque de la terreur, on est toujours étonné de la haine brutale, sauvage dont ont pu faire preuve un certain nombre de personnes. Il ne faut pas négliger la dimension de l'exaspération profonde de la population de cette époque. Ce même lundi 14 octobre à 3h de l'après-midi, on ouvre le cercueil du successeur et fils d'Henri IV, Louis XIII. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous décrire par le menu chaque cadavre, j'ai pas envie que vous fassiez de mauvais rêves. Disons simplement que Louis XIII lui aussi était bien conservé, mieux en tout cas que son propre fils Louis XIV, qui s'il avait gardé toute sa majesté était devenu noir comme de l'encre, dit-on. Plusieurs témoins nous disent malgré tout que la mine du roi était très, très imposante, très sévère, qu'elle imposait encore le respect. On ne le précipite pas moins sur le corps de son grand-père et sur celui de son père, qu'il recouvre entièrement comme pour leur faire un rempart, et un ivrogne va descendre dans la fosse et éventrer le cadavre de Louis XIV, dont sort de l'étoupe, tout simplement, de tout le comble qu'on mettait dans les cadavres ainsi momifiés. Quant à la plaque du cercueil, elle sera soudée par un chaudronnier à quelques autres plaques de cercueils royaux pour faire une casserole, et le chaudronnier offrira cette casserole à sa fille. La reine Marie-Thérèse sera jetée par-dessus les autres corps comme une sorte de poupée désarticulée. Le corps de Marie de Médicis également, celui d'Anne d'Autriche en mauvais état, gravement violenté, je vous raconte pas comment. En tout cas, tout ça va continuer pendant plusieurs jours où l'on voit défiler comme ça tous les souverains et princes de la maison de Bourbon, en attendant ceux de la maison de Valois, sauf Louis XI qui lui avait été enterré à Cléry-Saint-André. Naturellement, les jours passant, le spectacle fait de moins en moins recette. Le public commence à se clairsemer un peu. Tous les corps sont couverts de chaux vives dans la fosse. Et on peut dire qu'à ce moment-là, même parmi les ouvriers, on constate un certain écœurement à la longue. Et l'on continue comme ça à creuser, à creuser. Le 21 octobre, les violateurs ont ouvert le sarcophage de Philippe Auguste. Vous voyez qu'on remonte loin. Il est mort en 1223, Philippe Auguste. Au-delà, ils n'ont plus de repères précis. Autant dire qu'ils vont œuvrer à l'aveuglette et avancer un peu au petit bonheur dans leur macabre travail d'exhumation, qui est sans doute ce travail, la pire façon qu'on ait jamais trouvé de remonter le temps.
Précisément au cœur de la profanation des tombes royales de Saint-Denis sous la Révolution, Franck. Et oui, 2 novembre oblige, si je puis dire. Alors j'ai oublié de vous dire, Julia, que plusieurs témoins ont relevé pendant toute la durée des sinistres opérations qu'une femme était là, elle devait être l'épouse d'un des commissaires et qu'elle notait scrupuleusement tout ce qui se passait. Je ne sais pas si c'était en vue de la rédaction d'un procès verbal. En tout cas, s'il y a eu un compte-rendu d'établi, on en a perdu la trace. Les seuls témoignages dont nous disposions proviennent de témoins non officiels, mais qui cependant donnent des détails tellement exacts qu'on ne peut pas mettre leurs paroles en doute, en tout cas sur l'essentiel de ce qui est raconté. Le caveau des Bourbons a donc été vidé, ensuite on s'est attaqué aux Valois, qui déjà avaient été déplacés sous Louis XV, et puis une fois que tout ça est terminé, les violateurs continuent leur sinistre besogne et s'enfoncent. Quand je dis s'enfoncent, c'est au propre comme au figuré, s'enfoncent dans l'histoire et dans le sol. À partir de là, le rôle du terrassier qui s'appelle Tibérien devient très important. Il faut creuser, il faut étayer, évacuer la terre. On avance comme ça à l'aveuglette dans une atmosphère empuantie par ces dizaines de momies déplacées, des relents méphitiques qui rendent le travail pénible, mais il n'est pas question de s'arrêter en si bon chemin. Ce qui fait qu'on remonte maintenant jusqu'au roi carolingien et même jusqu'à certains, je devrais dire, jusqu'à certains souverains mérovingiens pour les plus anciens. La plus belle trouvaille, si j'ose dire, c'est le tombeau de Dagobert, le premier fondateur de Saint-Denis, de la première Saint-Denis. Tombeau de Dagobert et de la reine Nantilde, qui était sa troisième épouse. Il y a quelqu'un qui est là et qui observe tout ça en connaisseur, en amateur. C'est notre fameux Alexandre Lenoir. Vous savez que Lenoir, c'est un peu l'Arlésienne à ce micro, puisqu'il croise un certain nombre de nos récits. Et je vous dis à chaque fois qu'un jour, on fera une émission sur Alexandre Lenoir. Alors je le note cette fois. Je sais pas si ça finira par avoir lieu. Enfin, le 25 octobre, le dernier sarcophage a été découvert, éventré, vidé de son tyran, comme on disait à l'époque. 113 bières au total ont été profanées, les corps de 25 rois, 17 reines, 71 princes ont été arrachés à leur repos éternel et jetés dans les 2 grandes fosses que l'on s'empresse maintenant de recouvrir de terre, de damer avec des rouleaux tirés par des chevaux. Des sentinelles sont placées là pour empêcher des manifestations de piété ou de fidélité, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont improbables en ces temps de terreur. Il était temps, disons-le, que ça se termine. Le terrassier Tibérien, le marbrier, Cellier, leurs hommes, tout ce monde l'a fait grise mine. Ce sale boulot qui, au début, quand il était seulement question de s'attaquer aux Bourbons, leur paraissait presque jubilatoire, ce travail a fini par leur peser à la longue. On peut dire que dans les derniers temps, profaner ces très vieilles tombes médiévales pour en livrer les maigres reliefs à un public qui lui-même s'est lassé et était complètement écœuré, tout ça n'avait plus grand-chose d'exaltant. Le 25 octobre donc, les chasses, les reliquaires, l'orfèvrerie, le mobilier liturgique, tous les pieux ornements d'une basilique à présent désaffectée, tout cela est chargé sur plusieurs grosses charrettes que l'on recouvre du drapeau tricolore et que l'on conduit jusqu'à la Convention sous les hymnes révolutionnaires de rigueur. Arrivé à la Convention, le maire de la ville, le maire de Franciade, puisque c'est comme ça qu'on a rebaptisé Saint-Denis, s'adresse évidemment aux députés, citoyens représentants, lance-t-il. Nous vous apportons toutes les reliques puantes et les pourritures dorées qui existaient à Franciade. On avait vraiment un peu perdu la boule quand même. Nous vous prions de nous en débarrasser sans délai pour que le faste catholique n'offense plus nos yeux républicains. Dois-je préciser que le maire en question, qui s'appelait Monsieur Pollard, était un ancien prêtre. Vous avouerez que tout ça est quand même hallucinant. Les conventionnels en ont vu d'autres. Ce qui vient de se produire à Saint-Denis est tout sauf un acte isolé. Des profanations beaucoup plus modestes, mais non moins fanatiques, ont été perpétrées à peu près à la même époque partout en France, et notamment dans le ci-devant sanctuaire royal du Val-de-Grâce. Pourquoi est-ce que je mets l'accent sur cet aspect? Pourquoi est-ce que je vous emmène maintenant au Val-de-Grâce? Eh bien parce que c'est là que nous retrouvons notre peintre de tout à l'heure. Rappelez-vous, Martin Drolling. En ce même mois d'octobre 1793, son ami Petit Radel, qui était le commissaire en charge de la surveillance du démeublement des églises, c'est ainsi qu'on appelait la chose, Petit Radel l'avait donc convié à l'accompagner au Val-de-Grâce, parce que là se trouvait, dans de très belles chasses en vermeil, se trouvait
trouvait les cœurs embaumés des princes et princesses de la maison de France. C'est le cher Lenôtre, vous savez, Gosselin Lenôtre, le pape de la petite histoire que j'aime à citer parce qu'il est un peu notre père à tous, celui qui a le premier mis l'accent sur un certain nombre des anecdotes historiques les plus croustillantes ou parfois les plus choquantes aussi de notre histoire. C'est Lenôtre qui raconte donc dans les années 1900 cette anecdote et il a réussi à l'étayer historiquement. Il a fait toutes les recherches et il a établi ce qu'on pourrait appeler nous la traçabilité des fameux cœurs. Donc Lenôtre a prouvé que Petit Radel avait vendu les cœurs d'Anne d'Autriche, de la reine Marie-Thérèse, du grand dauphin dont on parlait vendredi dernier, etc. Il a vendu tous ces cœurs à son ami peintre pour que celui-ci en tire une substance extrêmement précieuse pour les peintres. On appelle ça de la moumie. Ça permet de donner un effet de glacis, un peu comme sur les toiles de Rembrandt. Vous savez, ces glacis ocre quasiment dorés qui donnent une profondeur, une luminosité particulière au clair-obscur. Eh bien, cette moumie, elle provenait souvent de corps en décomposition et en l'occurrence, pour faire de la moumie, eh bien, il avait acheté, notre Drolling, il avait acheté tous ces cœurs royaux. Et c'est ainsi que, de 1793 jusqu'à sa mort en 1817, Martin Drolling a pu obtenir des fonds de toile d'une profondeur et d'un éclat que ses confrères lui enviaient, sans peut-être toujours savoir exactement comment il avait obtenu un effet aussi royal. L'un des meilleurs connaisseurs de la basilique de Saint-Denis est en notre studio cet après-midi. Il s'appelle Serge Santos et avec lui nous allons revenir non seulement sur ces événements terribles, mais sur l'extraordinaire lieu d'histoire que peut représenter ce haut lieu du nord de Paris. On vous retrouve Franck avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, Serge Santos, qui est administrateur adjoint de la basilique Saint-Denis pour le Centre des Monuments Nationaux. Oui, cette basilique de Saint-Denis qui est évidemment l'un des plus hauts lieux de l'art gothique. On peut dire même le creuset de cet art gothique. On y reviendra tout à l'heure avec vous, Serge Santos, parce que j'aimerais qu'on parle de cette basilique et puis de tous les ornements extraordinaires qui la peuplent et qui en font un lieu de visite absolument incontournable. Mais avant, revenons sur cette chose complètement hallucinante que j'ai essayé de traiter avec le plus d'humour possible, parce que sinon on entre vraiment dans le gore. Mais quand même, cette profanation d'octobre 1793, qui est une chose incroyable, qui est une chose tout à fait programmée et menée de façon scientifique, pour ne pas dire archéologique. Oui, alors c'est très compliqué, parce qu'il y a plusieurs époques, il y a plusieurs parties. Il y a au tout début, en 92, la volonté de démonter un certain nombre de tombeaux pour récupérer le plomb. Il faut pas oublier... c'est pour des raisons de guerre, c'est qu'on a besoin de plomb pour faire des balles. Tout à fait. Et là, il y a un texte de l'Assemblée qui demande, à la demande de Barère, qui expliquait qu'il fallait absolument détruire tous ces monuments pour en faire du plomb. Donc il y a une première époque où on va démonter 17 tombeaux, dont le fameux grand tombeau de Charles VIII, qui était en métal, un des plus beaux tombeaux de la Renaissance. Ça, ce sont les tombeaux, c'est-à-dire ce sont les monuments funéraires, en fait. Voilà, tout à fait. Mais on s'attaque pas aux sépultures en tant que telles, là. Non, mais si vous voulez, il y a une concomitance, parce que dans un deuxième temps, le 6 août jusqu'au 8 août 93, on va démonter une grande partie des tombeaux. Quand je dis démonter, c'est qu'on les détruit pas vraiment. C'est toute l'ambiguïté de cette époque. Il y a la volonté de la commission des Beaux-Arts, avec le fameux ancien bénédictin de la basilique, Poirier. Qui veut, à la demande aussi de la Convention, c'est toute cette ambiguïté entre détruire et conserver qui a lieu aussi. Donc on démonte environ 47 tombeaux gisants, mais les corps sont en dessous. Donc à cette occasion, bien évidemment, on va... Là, on trouve déjà des corps. Voilà, on trouve des corps, mais c'est des corps desséchés. C'est quelques cendres qui restent des... C'est les dynasties des Valois, ça? C'est des Valois, ce sont des Carolingiens, ce sont toute la commande de Saint-Louis qui a été installée par Saint-Louis au XIIIe siècle. Et alors, dans un troisième temps, l'exhumation par elle-même, comme vous l'avez dit tout à l'heure... Ça, c'est le moment de la terreur, alors. Voilà, tout à fait. Elle n'a pas été vraiment programmée, néanmoins, il y a quand même une demande officielle. Elle a été faite sous la direction d'un citoyen qui s'appelle Meignier et qui est là pour contrôler, en quelque sorte, qui est commissaire à la fabrication extraordinaire des armes. Et donc il y a toujours cette idée de récupération derrière, quand même. Oui, voilà, c'est l'argument. En tout cas officiel, c'est l'argument. Voilà. Il vient avec une lettre de mission auprès de la municipalité de Saint-Denis et qui est signée de l'adjoint, de Franciade à cette époque, et qui est signée de l'adjoint du ministre de la Guerre qui s'appelle le Dupin.
Donc il y a quand même un texte, hein, et ensuite la municipalité écrit un arrêté où il indique qu'il faut exhumer tous les corps des rois. Mais l'objectif, c'était quand même de trouver ce plomb, hein, avant tout. Et évidemment. Puis si vous voulez, c'est l'époque. Il faut, en quelque sorte, pour que la République, selon l'ambiance de la terreur, hein, pour que la République vive, il faut annihiler ce corps royal, en quelque sorte. Il y a eu beaucoup de destruction de généalogie. Toute la dimension quasi mythologique du corps du roi, hein, on revient à Kantorowicz. Là, oui, finalement. tout à fait. Et il y a cette volonté d'annihiler le corps royal dans la généalogie de la pierre, mais également dans la généalogie de la chair, en quelque sorte. Oui. Alors, on peut dire que la cristallisation de la haine publique et les grandes manifestations de mécontentement se concentrent sur la dynastie des Bourbons. Bien entendu, ce sont les rois, et notamment, bien sûr, sur Louis XV, sur Louis XIV, sur lesquels on a l'impression que la populace qui se trouve là ces jours-là va se venger en quelque sorte. Alors, d'abord, il y a eu des textes une personne qui s'appelle Sylvain Maréchal, hein, qui est un homme de théâtre, hein, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Jugement dernier des rois. Donc, en quelque sorte, on assiste à une sorte de nouveau dernier jugement des rois. Henri IV, il est en quelque sorte presque encore préservé. adulé. Oui, voilà, c'est ça. Il est encore adulé. Donc il y a une dame, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui le gifle violemment, mais là c'est effectivement l'expression d'une certaine rancœur populaire. Et effectivement contre Louis XIV, il y a beaucoup de rancœur, mais en même temps il y a de l'admiration. Le fameux soldat qui prend un morceau de barbe et qui le met sur sa moustache et qui dit ainsi je pourrais vaincre les ennemis de la France. Vous voyez, c'est toute cette idée qu'il faut créer, et c'était l'objectif de la Convention, de créer des actes forts en vue de mobiliser l'opinion publique. Hein. C'est beaucoup de la communication. Alors c'est vrai que ça va un peu loin, mais on pourrait aussi trouver des exemples anciens avant la Révolution. Hein. Vous connaissez la fameuse histoire de Louis XIV, hein, qui veut faire détruire Port-Royal et qui demande raser Port-Royal et qui demande que le sol soit labouré, le siège des jansénistes, et que des milliers de nonnes ont été exhumées, hein, dans des conditions racontées par Sainte-Beuve assez extraordinaires. Oui, les profanations de sépultures sont d'une façon générale un moyen d'essayer d'extirper de la mémoire un certain nombre d'éléments du passé aussi. Hein. Oui, ça existait à toutes les époques, c'est vrai. C'est la désacralisation, mais notons quand même qu'à Saint-Denis, c'est une désacralisation quand même relativement organisé. Il y a un PV de réception précis, hein, par Dom Poirier, hein, qui note scrupuleusement tel jour nous avons trouvé tel personnage, etc. Avec assez peu de pathos dans cette présentation. Hein. C'est Alexandre Lenoir, voilà, c'est Alexandre Lenoir qui va rajouter des choses, hein, qui va peut-être un peu. Il va en faire quelque chose de quasi romantique. Voilà, c'est cela. Oui. Oui. Avec ensuite, lorsqu'on a dépassé les Bourbons et même les Valois, la volonté quasi archéologique d'aller jusqu'aux racines même de la monarchie en France, puisqu'on s'attaque aux Carolingiens, puis aux Mérovingiens. Oui, on avait déjà commencé avant. Oui, alors c'est ce que vous disiez. Ce que je disais, mais oui, on continue et on veut extirper l'ensemble des corps. Là, c'est vrai que lorsqu'on a commencé à le faire, on veut aller jusqu'au bout. Hein. Et il y a même des choses assez étonnantes. Par exemple, on n'a pas retrouvé Marguerite de Provence, la mère de Saint-Louis. On l'a cherché longuement, on l'a pas retrouvée. Il y a des personnages dont on n'a pas retrouvé la tête. Hein. Donc des choses un petit peu étonnantes. On a découvert Charles VIII dans un linceul avec des tissus d'or. Et donc il y avait des choses archéologiquement qui étaient vraiment intéressantes et qui ont été notées au fur et à mesure par Dom Poirier. Pas du tout exploitées. Non, bien sûr, c'était pas. Mais il faut dire que on a un peu tendance à se positionner avec notre esprit d'aujourd'hui au XVIIIe siècle. Vous faites bien de le dire. Mais il faut se rappeler quand même qu'au XVIIIe siècle, les chanoines de Notre-Dame, n'ayant pas la possibilité de lire les vitraux, les détruisent complètement. À Saint-Denis, c'est pareil. Sur la façade, les statues des rois ont été démontées au XVIIIe siècle. Oui, notion de monument historique ne viendra que 50 ans plus tard. Mais c'est justement... Alexandre Lenoir était le précurseur. Ah oui, tout à fait. Il faudrait parler de ce avec grand son personnage. Musée des monuments français. On l'a noté, on fera cette émission. Voilà, on va la faire, c'est promis. Je sais pas quand, mais on va la faire, c'est sûr. Nous sommes toujours en compagnie de Serge Santos, administrateur adjoint de la basilique de Saint-Denis pour le Centre des Monuments Nationaux, et qui nous racontait, qui nous recontextualisait, comme on dit dans le métier, cet épisode terrible des profanations de l'automne 1793. Que sont devenus
tous ces ossements dispersés qui avaient été aspergés donc de chaux vives, installés dans ces 2 grandes fosses, après, lorsque les événements se sont un peu tassés, Serge Santos. Alors c'était une demande de la municipalité d'installer dans le cimetière, qui était le cimetière depuis les temps mérovingiens jusqu'au XVIIIe siècle, attenant à l'église, d'installer dans 2 fosses communes les cendres des rois et des reines de France. Donc ils ont été laissés là jusqu'en 1815. Donc jusqu'à la restauration des Bourbons, quand l'un des frères de Louis XVI, qui devient donc Louis XVIII, remonte sur le trône, évidemment il n'est pas question de laisser ces fosses en l'état. Non, et ce qui est assez intéressant aussi par rapport à cette volonté de réorganiser la nécropole royale, c'est qu'on commence à faire revenir les corps des rois, donc celui de Louis XVI, Marie-Antoinette qui était enterré qui était à la Madeleine, à la Madeleine, à la Madeleine de l'époque, de Paris. Voilà, à l'endroit où il y a aujourd'hui la chapelle expiatoire. C'est ça, le petit square de la chapelle. A-t-on vraiment retrouvé? C'est encore un peu une question. Hein. Il faut dire que évidemment c'est un acte politique. Et Chateaubriand, qui assistait aux exhumations de Marie-Antoinette, a dit j'ai reconnu sa tête. Alors on peut lui faire confiance sans doute. Donc, je ne sais pas si Chateaubriand est celui auquel je ferai le plus confiance moi dans ce genre de circonstances. Mais enfin pourquoi pas? Peut-être. Et donc ces 2 fosses communes ont été exhumées. Hein. On les a recherchées. On a mis beaucoup de temps à les Celle retrouver. De Saint-Denis. Hein. Une semaine, voilà. Et c'est le même marbrier, Monsieur Cellier, qui avait creusé ces fosses, à qui on a demandé de les retrouver. Donc on les retrouve dans une sorte de moment un peu romantique, à minuit, après 3 jours d'efforts, sous la pleine lune, on retrouve, comme par enchantement, ces fosses communes en 1817, pour le 21 janvier 1817. 21 janvier, voilà. C'est incroyable, c'est-à-dire que c'était le jour anniversaire de la mort de Louis XVI. Oui. Et donc les corps sont ramenés peu à peu dans la basilique, où on crée un ossuaire qui est encore en place, que les visiteurs d'aujourd'hui peuvent voir, des plaques de marbre. Alors, et derrière ces plaques de marbre, on a mis tous ces ossements ensemble dans des coffrets, dans une dizaine de coffrets. Mais effectivement, tous ces os sont mêlés. Il est impossible d'en faire. Et ce qui est tout à fait incroyable, c'est que la plaque dont vous parlez, qui n'est pas très spectaculaire. Non. On est d'ailleurs il y a très peu de recul. On descend dans une sorte de petit caveau et on a cette plaque. Et sur la plaque il y a les noms de tous les rois et reines. C'est incroyable. C'est le tombeau le plus prestigieux de toute l'histoire. C'est incroyable. C'est l'ancien tombeau de Turenne. En plus, oui. Entre parenthèses, c'est l'endroit où Turenne était inhumé. Ça permet de se rendre compte pour le visiteur que peu de rois mérovingiens, carolingiens étaient inhumés à Saint-Denis, que quelques carolingiens étaient inhumés à Saint-Denis, mais à partir des Capétiens, tous les rois étaient inhumés à Saint-Denis, sauf 3. Alors les filles de Louis XV, qui elle était morte à l'étranger, qui était morte en Italie plus tard, ont été rapatriées et elles sont toujours présentées sous la même façon Bourbon, c'est-à-dire sur les tréteaux de plomb avec leur cercueil de chêne. Exactement, dans une chapelle adjacente, la chapelle des Bourbons. Et fin 19e siècle, on trouvait assez honorant la grandeur du monument que de présenter les corps de cette manière. Et c'est pour cette raison que le caveau des Bourbons a été transformé dans les années 70 en ces plaques de marbre noir aujourd'hui que l'on voit, qui sont peut-être un peu datés, on va dire. Et qui font plus songer, alors pour le coup, aux grandes nécropoles royales et impériales qu'on peut trouver dans les différentes cours d'Europe. Je parlais de la crypte des Capucins à Vienne tout à l'heure. Ouais. On est plus dans cet esprit-là, sans les grands tombeaux, par contre. Et le dernier roi enterré à Saint-Denis, c'est Louis XVIII. Et il y a une tombe vide encore, puisque Charles X aurait dû être amené dans les années... Et Charles X, pour l'instant, est toujours à l'étranger. À Gorizia, en Slovénie aujourd'hui. Louis-Philippe est également à l'étranger. Napoléon III est également en Angleterre. Enfin tous nos derniers souverains français se reposent actuellement en terre d'exil. Il faut jamais oublier de le préciser. Mais la basilique est une cathédrale et aujourd'hui, l'évêque, s'il souhaite, peut se faire enterrer dans sa cathédrale. Et d'ailleurs, Monseigneur Lecordier a été inhumé dans sa cathédrale en 2000, puisque c'était le premier évêque de la nouvelle cathédrale, le premier évêque de la Seine-Saint-Denis. Alors, que sont devenus, parce que je dis qu'il n'y a pas les très grands tombeaux dans la crypte, non, mais on a encore dans le monument lui-même, dans les bas-côtés, on a encore un certain nombre des grands tombeaux des rois de France, mais alors qui ne sont plus que des cénotaphes aujourd'hui, bien entendu. Alors, ce qu'il faut dire pour le public également, c'est que quand même 80% des tombeaux anciens ont été conservés à la Révolution. C'est ça. Et quand je dis ont été conservés, c'est que tous les soubassements ont été détruits, beaucoup d'ornementations qui étaient extrêmement religieuses ont été effectivement détruites, mais le gros des tombeaux a été conservé. Et les tombeaux la statuaire notamment.
Oui, par exemple, le tombeau de Louis XII est un tombeau magnifique, parfaitement conservé. Celui de François Ier, celui d'Henri II et Catherine Médicis sont parfaitement conservés. Donc avec les gisants, avec les personnages priants, etc., qui sont des œuvres d'art tout à fait extraordinaires à visiter. Oui. Et puis alors, qu'en est-il du trésor, le célèbre trésor de Saint-Denis? Alors, le célèbre trésor de Saint-Denis, comme vous l'avez dit, a été en grande partie fondu pendant la Révolution, et ensuite sous Napoléon, puisque Napoléon avait besoin d'argent, donc il en a refondu une bonne partie. Mais il y a eu quand même de quoi faire une très belle exposition au Louvre en 1992, je crois. Donc il y a encore beaucoup d'objets, et au Louvre il y a le fameux aigle de Sugère, qui est peut-être le plus beau des objets de ce qu'on appelle. Oui, c'est un vase. Ces objets qu'on appelle les régalias, qui sont les objets qui font partie non seulement de la cérémonie du sacre, mais d'une façon générale des attributs de la monarchie. Oui, alors il y avait le trésor qui était des objets religieux, des objets qui étaient donnés par les abbés qui étaient souvent issus de grandes familles royales, et puis les régalias, les objets du sacre, sceptre, main de justice, épée, qui étaient conservés dans l'abbaye de Saint-Denis et que on amenait à Reims, que l'abbé devait amener à Reims au moment du sacre du roi. Et qui ensuite revenait, reprenait le chemin de Saint-Denis après les cérémonies. Sous bonne garde, avec pour ouvrir ce trésor, il fallait 3 clés qui étaient données à 3 personnages différents. Alors, parlons justement, dans le peu de temps qui nous reste, Serge Santos, parlons de ce monument extraordinaire, en dehors de cet aspect nécropole des rois de France, bien sûr, creuset de cette monarchie française. C'est un monument qui, en tant que tel, sur un plan architectural, est tout à fait extraordinaire. C'est presque là qu'a été inventé le style gothique. Alors, s'il y a un mot dont on peut coller à ce monument, c'est le mot lumière. Saint-Denis a eu comme surnom jusqu'au XVIIIe siècle la Lucerna, la lanterne Saint-Denis. Et c'est là que l'abbé Sugère a créé son manifeste de l'art gothique, le chevet supérieur, de 1140 à 1144, qui est, sinon un des premiers grands manifestes de l'art gothique, où on associe des nouveaux principes architecturaux, la fameuse croisée d'ogive, avec l'idée théologique de la lumière. Et c'est une véritable nouveauté. C'est vraiment l'art contemporain de l'époque. On est dans dans l'affirmation d'une sorte de modernité de l'époque très forte. Et c'est là que ça a lieu. C'est ce qui est très émouvant, parce que Dieu sait que la France est couverte de belles cathédrales. Nous en apprécions certaines ici particulièrement. Mais celle de Saint-Denis est encore une fois la première dans le genre. C'est là que tout se crée. Merci beaucoup, Serge Santos, de nous avoir parlé de tous ces morts. Merci.